C'est la fin de l'année. Non, je vais m'expliquer. Je suis désolée, je n'avais pas pu rester dans c'est gentil. Pas de soucis, pas de soucis. Alors, j'espère que ça va marcher mieux que la dernière fois. On est là tout le temps. Bon, on attend 5 minutes traditionnelles. Non, on n'attend pas. La Stéphanie. Le dernier arrive, c'est bon, ça va être bon. Ok, bon, écoutez, merci d'être là ce soir en cette fraîcheur. Hein. C'est vrai que 19 degrés sont respectés certainement dans cette pièce. On regarde un petit peu ses cache-cols et tout. Donc, dernier conseil municipal de l'année. Tout le monde n'est pas encore arrivé, mais ça ne saurait tarder. Voilà, on va commencer comme ça, tout le monde sera bien en place. Chacun des inscrits qui va arriver un petit peu en retard. Il y a les élections professionnelles aujourd'hui. Pour les élections professionnelles, lui, il était directement à Vannes, au centre de gestion, et il m'a dit qu'il arrivait un petit peu en retard. Enfin, je l'en excuse, bien entendu. C'est bien passé l'élection professionnelle ici, Elisabeth? Tranquillement, mais sûrement. Il y avait des candidats qui ont été élus. Il y avait une liste qui a été brillamment élue. Bon, bah, très bien. Comme ça, au moins, tout est carré. Ok, bah, parfait. On commence le conseil. Donc, désignation du secrétaire de séance. Benjamin de l'Assemblée. C'est qui est désigné Benjamin de l'Assemblée? Henri, on ne pouvait pas commencer sans toi, c'est pour ça qu'on t'attendait. Écoute, on t'a donné la liste. Vas-y. Patrick Le Buffon. Présent. Maurice Olivier. Présent. Fabienne Josse. Présent. Jacques Mikizinski. Arrivé. Chantal Nicolas, absente de ne pouvoir, Guylaine de Givray. Pierre-Jean Jarnot. Présent. Guylaine de Givray. Présent. Jean-Claude Jumel est absent de ne pouvoir à Pierre-Jean Jarnot. Elisabeth Derval. Stéphane Simon est absent, il donne son pouvoir à Elisabeth Derval. Bernard Roger. Présent. Anna Hervé. Présent. Christian Garot. Présent. Jean-Michel Barrault. Présent. Monique Garot. Marie-Annick Nicolazo. Chéric Mounier. Présent. Anita Pongelat. Martine Torcheux, absente, donne son pouvoir à Maurice Olivier. Hélène Deroc. Aurélie Denoual. Frédéric Briand. Présent. Rosanne Éluard. Qui n'est pas arrivée. Elle donne pouvoir à Anita Congelat. Elle donne son pouvoir. D'accord, donne pouvoir à Anita Congelat. David Foineau. Présent. Aurélie Chaton présente. Yana Babou absent, donne pouvoir à Patrick Le Diffou. François Héroux. Gérard Payet. Dominique Guillier. Guylaine Coudépella. Daniel Papetta. Christophe Launay. Sans doute arrivé. Hein. Jean-Marie Valier est absent et donne pouvoir à Christophe Launay. Ok, bon, en tout cas, le corps est instant, on peut valablement délibérer. Donc, on va commencer par ce ordre numéro 2, qui est l'adoption du procès verbal du Conseil du 22 septembre. Est-ce que le document que vous avez certainement reçu en temps et en heure appelle votre part des commentaires? Bon, j'en vois pas. On va se voir qu'il y a des oppositions, des abstentions. Je vous remercie. Si je commence à tousser dès le départ, je peux arrêter.
Enfin, ensuite, on continue sur le banc euro 3, les décisions prises par le maire en délégation de conseil. Alors, première décision concernant un avenant sur le marché de la redynamisation du centre-ville, sur le lot 2, une nouvelle prestation concernant la signalétique à 20 minutes en fonte pour 20 000 € supplémentaires. 19 998. Mission de maîtrise d'œuvre de la redynamisation, même chose, on a simplement une modification administrative de la société pour la société bête sans incidence financière bien sûr. Sur le groupe scolaire, on a une prolongation du délai d'exécution globale de l'ensemble des lots, notamment sur le titulaire au Garot, à notre numéro 4. Pas d'incidence financière. Les Carmélites, on a une intégration du poste borne forêt de façon à pouvoir réaliser des branchements électriques en temps extérieur, c'est bien ça, pour des manifestations diverses, c'est le moment de les mettre, pour plus 7 412,56 €. Un autre avenant sur l'aménagement paysager avec des prises en compte de plus-value, moins-value, c'est plus les aménagements extérieurs et autres, pour plus 26 380. Et une reprise de concession dans les cimetières pour la société OGF, ménager RPE, pour un montant maximum de 50 000 € hors taxe. Ensuite, des louages, donc louages de choses, notamment le bureau mutualisé du 35. On renouvelle des conventions avec l'UTL pour 36 mois, les atypiques fantastiques pour 36 mois. C'est un espoir, même chose. Et j'ai validé l'allocation au lycée avec le lycée Lamennais de la salle omnisport du lycée Lamennais à hauteur de 14 € l'heure d'utilisation. Autrement, des décisions d'accepter des indemnités de sinistre par Groupama, sur un véhicule, 417 €, sur les fenêtres du gymnase Bajot, 4 981 €, mobilier urbain, route d'Ogan, 440 €, et le sinistre concernant la borne interactive, 2385. Les deux remboursements les plus importants, les deux sinistres les plus importants, je tiens à signaler, c'est du vandalisme pur et dur. Donc voilà. Ensuite, le dernier élément, simplement l'autorisation rester en justice contre deux citoyens pour l'affaire Jean-François Quénaud contre la commune et l'affaire Jean-Yves Ménager contre la commune. Tous les deux, on a déjà eu l'occasion d'échanger, c'est du pourvoi en cassation. Ils ont perdu à tous les étages, ils arrivent en cassation, ils n'ont pas eu le saisie. Pendant ce temps-là, on se doit bien entendu d'engager des frais supplémentaires, et là, en l'occurrence, c'est même un cabinet d'avocats spécialisé parisien qui doit être pris puisqu'on arrive en cassation. On n'ira peut-être pas. Parce que la Cour de cassation peut rejeter le pourvoi sans... Bon, en tout cas, moi j'ai pris la décision de suivre. Quoi. Donc voilà, je dois vous la préciser. Maintenant, c'est pas surprenant pour vous, effectivement, c'est une autre affaire. Est-ce qu'il y a de votre part des demandes de précision, monsieur? Oui. Sur le document, au niveau des travaux sur le périmètre 2035, j'y arrive ou pas? C'est difficile. J'aurais souhaité, non pas maintenant, mais ça serait bien d'avoir un point comme on a eu, comme vous avez fourni d'ailleurs, sur la maison Patier et puis je ne sais plus quoi. Vous avez fait le bilan, enfin, M. Tuzinski a fait le bilan. D'accord. Bon, écoutez, je proposerai, j'ai un petit tableau, évidemment, ils m'ont donné les tableaux des services en me disant il y aura certainement une question, donc j'écoute la main. Évidemment, ça s'appelle prévoir ça. Mais je le mettrai en rendu. Je peux vous dire, juste rapidement, un petit peu les éléments. On a un budget 2020-2025 qui était programmé à hauteur de 8 100 496 TTC, je crois. Et le coût total du projet au 17 juin est à 8 311 000. On a 211 000 de dépassement sur j'ai bien dit, quand même 2035, donc le marché
la tranche ferme plus la tranche optionnelle sur le boulevard Foch. Des éléments de ce genre, qui consistent en quoi? Tout simplement, on a à peu près 86 895 TTC d'avenants et de dépenses supplémentaires. Ça fait 1,04% du budget initial, et on a des révisions, des révisions de prix qui montent à 144 581 pour Eurovia et Desverdés, deux révisions de prix, 1,74% de révision de prix, c'est quelque part un peu conjoncturel, ce qui fait que les 200... C'est contractuel, me dit le vice-DGS, bien entendu dans ce cas-là, ce qui nous fait aboutir à un surcoût par rapport à notre prix budgétaire initial de 231 477 comme j'ai dit tout à l'heure, soit 2,78% d'augmentation par rapport au prix programmé sur cette perspective budgétaire. Oui, je vous pourrais passer le tableau si vous voulez, bien entendu. Merci. Moi, juste une petite question concernant des interlocuteurs qu'on connaît depuis très longtemps, la mairie, d'un point de vue de personnes qui vont facilement en justice. Si messieurs Kello et Ménage perdent, est-ce qu'ils doivent rembourser les frais de justice Ils sont déjà payés jusqu'à maintenant, parce que entre l'enquêtier au tribunal, je connais pas bien les termes, j'ai peur de me planter. Première instance. Première instance, on appelle et puis pourquoi. Et voilà, et maintenant ils sont en cassation. Mais les premières fois, ils ont déjà, M. Bounier, ils ont été condamnés. Oui, condamnés leurs dépens, donc il faut qu'ils remboursent les frais, etc. Mais bon. Non, c'est juste. On rappelle, la Cour de cassation mettre à la charge s'ils perdent les frais de justice, les frais répétitifs. Ouais, c'est ça, quoi. Bon, M. Bounier me dit qu'effectivement, s'ils perdent en cassation, ils repassent à la caisse. Non, c'est vrai qu'ils sont infernales, ils adorent ça, quoi. C'est pas les mêmes affaires, en plus, hein. C'est deux affaires, mais parallèlement, je trouve, pour des choses invraisemblables. Voilà. On est toujours sur M. Queneau, le problématique de bornage impasse de la mer, avec un truc invraisemblable. Et sur l'autre, c'est un bornage également, rue du Val, et un contentieux avec son voisin, pour lequel il a donné la figure, impressionnant. Voilà. D'autres questions? Juste pour revenir sur le couvent des Carmélites, il y a toujours quelques petites augmentations. On peut penser que c'est le dernier bordereau qu'on adopte pour des augmentations, ou normalement c'est la fin des travaux très prochainement ou pas? Disons, dans les programmations, on y est, puisque effectivement j'ai pu, comme la presse a pu en faire l'écho ce matin d'ailleurs, je pu voir ça, il y avait l'inauguration, la fin des travaux programmés pour mois d'avril, du début avril, on fera certainement. Il y a ça, Christian Gaveau qui discute avec son voisin là-bas. Hein, l'inauguration au mois d'avril, c'est bien ça? Le couvent des Carmélites. Oui, là, on est dans les phases de finition, donc bon, ça va pas toujours aussi vite. Il ne doit pas y avoir d'avenants supplémentaires normalement. Normalement, il n'y a plus d'avenants supplémentaires par rapport à ce qui avait été. Et c'est vrai que les petites choses qu'on a mises, c'est simplement parce que bon, il manquait des prises électriques, des choses comme ça. Initialement, on ne l'avait pas pensé, ça n'avait pas été vu. C'est dans la conception en disant, vu l'utilisation qu'on va en faire, il faut les prévoir tout de suite. C'est pas la peine d'aller rajouter des prises électriques sur un élément tel que ça a été fait de façon structurelle. Et juste au niveau des extérieurs, voilà, on voit qu'ils ont mis une première couche d'enrobé, ou je ne sais pas. Je suis un peu surpris qu'ils aient choisi l'enrobé, puisque. Ah ben non, ça va être recouvert. Recouvert de quel? Alors devant le perron, tu le dis. Bon, vous avez répondu à la question. Vas-y. La partie enrobée, ça va être du pavage, et après il va y avoir du ciment. D'accord. Non, parce que je trouvais un peu bizarre par rapport à Clermont 2035 d'aller mettre que du goudron là, quoi. Enfin, ça me paraissait un peu bizarre d'aller paver une place comme la Ney et d'être là, devant un bâtiment historique, de mettre du goudron. Je trouvais qu'il n'y avait pas beaucoup de sens. Tu veux dire qu'à un moment donné, elle a été super contrôlée, supervisée, même je dirais, avec les bâtiments de France et tout, pour qu'ils se sont accordés à ce que tout soit véritablement en belle harmonie, etc. La couleur de la porte, tout ça, ça a fait l'objet d'une discussion métaphysique. Le stock de pavé arrivé, il est au près de l'ancien arrêt des gares.
Non, parce qu'à côté du cimetière, il y avait un gros déchargement hier, tout était bloqué avec ces denses encore pour autre chose. D'accord. Ok, donc voilà. Ah oui, ah bah là, il n'y a pas de souci. On ne fait pas qu'il y a une manifestation, hein, parce qu'autrement, là, les CRS vont ramasser. Hein. Pas d'autres questions? Ça marche, donc ça c'est un dont acte, question, c'est... On passe aujourd'hui au numéro 4, qui est sur le programme Petite Ville de demain, cofinancement de l'étude Habitat, porté par Permal Communauté. Bon, les conseillers communautaires ont déjà entendu ça la semaine dernière, hein, effectivement, puisqu'on est exactement dans le même cadre. Dans le cadre de Petite Ville de demain, je rappelle, 3 communes dans notre territoire communautaire sont classées Petite Ville de demain, Josselin, Moron, Plouermel. Dans ce cadre-là, il y a la possibilité, la perspective de pouvoir travailler sur le volet habitat, notamment, et de façon à pouvoir veiller à la réhabilitation des habitats de centre-ville, des habitats, je dirais, défectueux ou alors et qui ont des besoins de consolidation d'être carrément complètement revus. Pour cela, dans ce cadre de ce programme Petite Ville de demain, il y a une étude potentielle qui peut être réalisée, qui est cofinancée par les acteurs de ce dispositif. On va voir tout à l'heure le plan de financement, pour réaliser une étude qui nous permet de compléter la politique menée par la communauté dans le cadre de l'amélioration de l'habitat. C'est une étude de faisabilité des dispositifs de résorption de l'habitat indigne ou dégradé et du logement vacant sur les centres-bourgs, centres-villes des communes de Josselin, et Plouermel. Voilà, cette étude a pour objectif d'identifier des immeubles ou des îlots sur lesquels des scénarios d'intervention seront proposés. Ces scénarios d'intervention auront pour vocation d'être incitatifs, c'est-à-dire en mobilisant bien entendu les dispositifs d'accompagnement financier, de conventionnement avec l'ANA, avec d'autres éléments tels qu'on peut avoir, même dans le cadre du PLH. Dans le PLH, on a aussi des sous qu'on peut mettre là-dessus. Ou alors, carrément, d'être coercitif vis-à-vis du propriétaire en justement mettant en place des systèmes qui ne permettront plus aux propriétaires de louer dans le cadre de logements indécents ou alors des grosses non-conformités environnementales ou d'accession ou des éléments de ce genre. Comment ils vont s'y prendre? C'est un cabinet d'études qui va certainement pouvoir rentrer un peu, non pas dans les logements, parce que c'est en échange privé, mais dans les halls d'immeubles, etc. Et ces spécialistes ont la capacité de pouvoir avoir des éléments d'appréciation, de jugement qui permettront de classer les désordres constatés et de pouvoir véritablement établir une planification sur les immeubles qu'on aura identifiés dans notre centre-ville. Je dis ça pour Plouermel, mais la même chose sera faite sur les 2 autres villes de PVD. Donc sur le déjà très bien. Une durée d'étude de 12 mois qui est financée. Alors le financement, on a l'Agence nationale de l'habitat, l'ANA, qui intervient sur la 50%. Alors on a estimé cette étude à au maximum 150 000 € TTC. Alors, je sais il faut qu'on fasse une commission pour déterminer qui va être retenu. Les premiers éléments font état que ça sera singulièrement en dessous. Donc il n'y a pas de dépassement là-dessus. 50% de l'ANA, 25% de la Banque du Territoire qui rentre directement dans ce dispositif, et les 25% restants, on les répartit à hauteur de 10% par la même communauté qui porte ce champ de compétences habitat, directement sur le territoire, et 5% pour chacune des 3 villes concernées. Ça nous fait bien le 100%. Donc ouais, sur une base de 100 000 €, de 150 000 €, on aurait une contribution prévue le Plouermel de 7 500 €. Voilà, je rappelle un petit peu que les villes, quelles qu'elles soient, je dis quelles qu'elles soient, parce que c'est vrai qu'il y a certaines qui ont pu défrayer la chronique, notamment ce qui a pu se passer avec les écroulements d'immeubles du côté de Lille, du côté de Marseille, ce genre. Les villes ont des responsabilités quand les bâtisses s'écroulent, c'est à nous aussi d'être là et de veiller au grain. On ne peut pas évidemment rentrer chez tout le monde et faire des diagnostics importants, mais si on peut déjà anticiper des choses et identifier des ordres qui semblent flagrants, si on arrive
imaginer de l'extérieur, il y a certainement la possibilité de pouvoir les quantifier et de faire en sorte à ce qu'il y ait des améliorations qui soient apportées. Enfin, en tout cas, c'est l'état d'esprit. Donc on rentre véritablement dans la volonté de réhabiliter les habitats de centre-ville. Bien là, justement, dans le cadre de la loi climat et résilience, avec la limitation des développements d'habitats vers les extérieurs et de consommation d'espace, on est véritablement dans une des cases de ce dispositif. Monsieur. Si j'ai bien compris, donc cette étude sera faite sans interroger directement les propriétaires et sans entrer en contact avec eux. C'est ça, simplement délimiter. Le cabinet d'études s'en charge, il pourra les contacter. Je pense qu'il pourra les contacter, mais il a une obligation de renvoyer la porte. Ah, c'est une grosse nuance. Hein. Bah, c'est une très grosse nuance. Ils n'ont pas l'obligation de renvoyer la porte. Bon, à partir de là, ils en tireront les conclusions, on verra un peu ce qu'on peut faire. Je sais, par contre, c'est vrai que les résultats peuvent être incitatifs, mais aussi coercitifs. Incitatifs dans la mesure où, si l'étude identifie ceci, cela, s'il y a une bonne coopération, on peut les aider à trouver des accompagnements financiers. Parce qu'on sait que la réhabilitation de l'habitat ancien, ça coûte toujours plus cher que créer du neuf. À partir de là, il faut aussi trouver quelle méthode on met en place, quel accompagnement on met en place pour faire en sorte à ce que ça se fasse et que le but, c'est justement retrouver, reconsidérer des habitats indignes. Ouais. Juste dans la même veine que Gérard, je trouve que le dispositif évidemment va dans le bon sens. Hein. Demain, si on n'incite pas ces gens-là à faire des travaux, c'est vrai que notre centre-ville aura du mal à attirer de nouvelles populations. Donc ça me paraît nécessaire, mais je revenais sur ça, ça me paraît un peu, l'étude me paraît être sans doute un premier jet, parce que si, c'est un peu qu'une étude de façade en fait, quoi. On va pas, parce que je ne vois pas trop les propriétaires, parce qu'en plus ça va être des locataires dedans. Donc... J'espère que non, on peut rentrer dans la cage d'escalier. Ouais. Mais c'est déjà, il y a des choses, quelquefois, j'entendais dernièrement quelqu'un qui me disait, ça m'intéresserait moi de voir un peu le bâtiment, de résider dans son ville, mais quand j'ai commencé à ouvrir la porte et rentrer dans la cage d'escalier, j'avais l'impression de retrouver Germinal. Donc il y a des choses à voir. On aura sans doute le résultat de cette étude. Elle commencerait quand cette étude dès l'année prochaine? Oui, là, on l'a acté comme ça a été validé. Elle va passer ce soir. Et les deux autres concernés, Moron et Joussin, ça ne va pas poser de problème non plus, bien sûr. Donc, à partir de là, on a déjà lancé la consultation pour tous les cabinets d'études. Il faut qu'on fasse une commission ad hoc pour pouvoir sortir qui va être commission de la part. Puis c'est tout. Hein. Puis à partir de là, notification, c'est parti. Donc, à mon avis, d'ici l'année prochaine, ça va être début de l'année. Oh, c'est bien ça, monsieur Mounier. L'objectif, il est là, de faire ça sur 2023 et qu'on puisse lancer assez rapidement des choses, qu'on ait des choses concrètes à travailler. Madame Coudet ? Oui, je voudrais savoir quels sont les dispositifs, en cas justement de logement indigne pour empêcher les locations. Je sais qu'il existe un dispositif qui permet de louer, je ne sais pas si, je pense pas que ce soit le les dispositifs, ils sont, je dirais, en accompagnement depuis plusieurs ans. Si jamais on est dans on voit bien que le législateur souhaite mettre en place des dispositifs qui sont coercitifs. Il y a des dispositifs qui se mettent en place par le législateur, je ne sais pas s'ils sont aboutis, si les décrets d'application sont sortis, mais en cas de logement non conforme d'un point de vue environnemental, qualité environnementale, etc., oui, on ne pourra plus louer. Et ça, il faut déjà les identifier véritablement et les mettre en place. Ensuite, je dirais, s'il y a des risques, si c'est vraiment de l'habitat indigne difficile, on peut user d'un certain pouvoir de police, en étant un petit peu dans une démarche plus qu'incitative, mais là-dessus. Voilà, les moyens ne sont pas gigantesques. On n'est pas dans un état où le maire peut se permettre d'aller faire l'inquisiteur et d'imposer cela. C'est terrible parce qu'on a tous conscience qu'il existe des marchands de sommeil, partout, hein. Je cible personne dans cette ville, mais il doit sûrement y en avoir, partout, et puis quelque part, il faut faire en sorte que ça ne se passe plus comme ça, quoi. Parce qu'on ait des dispositifs qui permettent d'avoir des logements dignes. C'est bien ça.
Ok. Ok pour ce bordereau, pas d'autres questions? Collègues, bon. Sur est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Non, je vous remercie. Deuxième bordereau 5 sur une mise en œuvre d'une signalétique d'information locale dans le programme Petite Ville de demain, même chose, hein, je dirais là c'est pour avoir une réflexion sur la signalétique d'information locale sur la commune, qui est de façon à obtenir une harmonisation de la signalétique. On appelle ça même la définition d'un schéma directeur de signalétique. Alors, pour ça, il nous faut évidemment développer un cabinet d'études qui va bien. Dans le cadre de Petite Ville de demain, on a droit à un accompagnement de la Banque des Territoires à hauteur de 30%. Donc, je vous propose à ce qu'on puisse justement valider cette démarche et qu'on puisse on a une possibilité sur une étude de signalétique à 13 295 € hors taxe, pour lequel on trouverait un petit peu moins de 4 000 € hors taxe de cofinancement de la Banque des Territoires. De toute façon, cette harmonisation, c'est-à-dire qu'il va nous dire comment y mettre, dans quel format, des choses comme ça. Autrement, on risque de se retrouver, comme c'est un peu le cas actuellement, même s'il y a eu certaines harmonisations en son temps, mais maintenant on commence à faire des rajouts qui ne sont pas tout à fait en synchronisation avec, je dirais, l'ensemble. Pas la peine d'avoir une jolie ville bien réhabilitée et des panneaux un peu disparates. Voilà, l'état d'esprit un peu dans ce sens. Et donc dans ce fait, excuse-moi, dans ce fait, pourquoi avoir commencé à mettre de la signalétique depuis cette semaine? Alors je ne sais pas si c'est à l'entrée de Pleurmen 2035. Juste à l'entrée? Oui, pour les autres vins. Mais ça, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. C'est plus que la signalétique pour aller dire il y a le café du commerce, il y a l'auberge des voyageurs. Okay. C'est dans ce sens-là. Il y a aussi, bien entendu, la salle des fêtes. Il y a ceci, cela, donc quelque chose qui soit cohérent. Oui, les signalétiques qui ont été mises, c'est plus pour gérer les dispositifs de circulation. C'est là, il est là, je cherchais. Pour identifier les secteurs de zone partagée, si vous voulez. D'accord. C'est vraiment très important, parce que on prend connaissance de ça, que l'automobiliste, quand il arrive, il faut qu'il ralentisse. Okay. Et ça met en sécurité aussi le piéton, à l'occasion, ça lui donne aussi du pouvoir indirectement. Alors là-dedans, il y a aussi l'esprit de diminuer le nombre de supports. Parce que si chacun y va avec son panneau, avec son support, on ne va pas le faire. Donc à un moment donné, il y a des choses en harmonisation. Ok là-dessus? Oui? Question? C'est pas une question, c'est une remarque par rapport justement à la signalisation d'entrée dans les zones 20. Bon, quand on connaît, c'est bien, parce qu'on voit que le piéton est plus gros que l'automobile, donc on se dit, on déduit que le piéton est plus important que l'automobile, mais je ne pense pas que ça soit clair pour tout le monde. Et dans les zones 20, moi ce que j'ai constaté, et je pense que d'autres l'ont constaté ici, ça reste extrêmement dangereux de traverser dans la zone 20 alors qu'il y a priorité aux piétons. Moi, je m'y suis hors des zébras, je me suis amusé à essayer de traverser parce que j'en ai besoin aussi. Il faut courir vite. Hein. Les gens, là, c'est la zone 20, je ne sais pas qu'ils y ont intégré. Ça, ouais, j'en ai conscience. Quoi. Mais l'état d'esprit est bien là. Quoi. Aujourd'hui, on a dans beaucoup de villes d'ailleurs, pas mal, pas être la seule, hein, il y aura des espaces qui seront des espaces vraiment partagés, quoi, où effectivement l'automobile n'est pas roi. Mais je suis d'accord, hein, il faut que ça rentre dans les têtes. Mais je ne suis pas sûr que la signalétique soit suffisante. Bah oui, elle est un petit carrément comme ça avec un Non, mais c'est pas définitif, ça. Il y aura des panneaux qui seront explicatifs. Pour moi, c'est pas genre. On va avoir des totems qui sont beaucoup plus hauts et qui sont vus justement par la voiture. Oui, ils sont en train de se positionner. Tu payes? Oui, une première remarque, la zone 20, c'était, comme la zone 30 d'ailleurs, est faite pour diminuer le nombre de panneaux signalétiques et simplifier la lecture. Et bon, je pense que les gens vont s'habituer, j'espère. Je fais une petite remarque, puisqu'il y a déjà quand même pas mal d'informations touristiques, un certain nombre de choses, côté patrimonial aussi. La remarque concerne plus la revue municipale, il a été publié la destination Imagina, et
Je trouve que c'est dommage parce que pas mal de gens ont essayé de télécharger et bien trop tôt cette information. C'est juste une remarque ponctuelle. Sinon, je pense qu'il faudra refaire exactement la même chose dans le prochain. Bon, Hélène, qui porte Imagina, Si on attendait ton le prochain commentaire. bulletin, c'était trop tard. Ton commentaire. Le problème, c'est que si on attendait le prochain bulletin, c'était trop tard. Donc là, c'est une mise en bouche. Donc vous êtes dans les starting blocks et on va communiquer très fort sur les réseaux sociaux en début d'année pour passer à la... Mais notre collègue a raison. On voit ça sur un rue municipal, on commence par télécharger Imagina, et puis tout ce qu'on raconte, il n'y a rien dedans. Ben oui, mais en fait, sinon, on attendait le mois de juin. Bon, en tout cas, vous ratez pas quand ça va commencer. Ok, en tout cas, moi, le premier constat qui m'a été rapporté, que j'ai pu voir, c'est qu'on roule moins vite dans le PRML depuis qu'il y a tout ça. La vitesse a sérieusement diminué, pas encore complètement apaisée, mais on en peut voir. Alors, bah, ils ont intérêt à faire la route un peu chaotique. C'est vrai, enfin. Ok. Juste un autre par rapport à la communication. La première fois qu'on a mis en place les chaussées doux au niveau des circulations douces, les gens ne savaient pas comment l'utiliser. On a dû mettre 2, 3 ou 4 fois les informations pour que, ça y est, ça commence à rentrer dans les têtes. La zone 20, ça va être pareil. Il va falloir certainement revenir 2 ou 3 fois ou plus pour que ça rentre vraiment en vigueur et puis que les gens le respectent. Ok, merci. Ah, au fait, j'ai oublié quelque chose au préalable du conseil municipal de tout à l'heure, avant de passer la parole. J'ai d'abord vous faire voter ce bordereau. Il y a des oppositions, des abstentions, d'accord. Vous avez un bordereau sur table qui concerne des affaires financières, subventions pour les arbres de Noël des écoles. J'avoue, on a oublié de le mettre dans le paquet et de le prévoir. Donc, comme ça nécessite bien entendu de pouvoir donner ça à l'arbre de Noël, vous voyez à quel moment, si on attend le conseil de début d'année, on va rater quelque chose. Donc, je vous demande l'autorisation de passer ce bordereau, même si on l'a pas dans les temps, on n'y rien du tout, pas d'objection, j'imagine. Ok, donc d'accord. On reprend le cours normal, on passera tout à l'heure, bien entendu, à la suite des bordereaux. Maurice, bordereau numéro 6. Oui, donc c'est par rapport à la CRID. Donc le 29 mars 2022, le conseil municipal a approuvé la mise en place d'une commission locale d'indemnisation transactionnelle des professionnels du commerce et de l'artisanat dans le cadre des travaux sur la voie publique dans un périmètre limité dans le cadre de l'opération Permet 2035. Le 2 juin 2022, le conseil municipal a validé le règlement de la CRID. Et pour mémoire, donc, elle est composée de 7 conseillers municipaux désignés par le conseil municipal et de 5 membres nommés par arrêté du maire. Autre chose importante, c'est l'ensemble des informations communiquées ou échangées au cours des séances de la commission transactionnelle sont strictement confidentielles. Suite à la réunion de la CRID du 28 novembre 2022 et son avis favorable, il a été proposé l'indemnisation de 3 professionnels. Le TI à hauteur de 1 500 €, la boulangerie Le Grenier à Pain à hauteur de 4 000 € et une affaire de goût, l'épicerie, à hauteur de 4 000 €. Vu l'avis favorable de la Commission Finances, Ressources Humaines et Systèmes d'information du 30 novembre 2022, après en avoir délibéré, de demander au conseil municipal d'approuver l'indemnisation de ces 3 professionnels pour les montants ci-dessus indiqués et de dire que les crédits sont inscrits au budget 2022. Ok, donc voilà, travaux dans le cadre de la commission d'indemnisation transactionnelle auquel tout le monde fait partie, des représentants qui sont présents. Voilà, la proposition qui est faite par cette commission, que je la mets en stricto sensu à la proposition du conseil municipal pour validation d'ensemble. Juste une petite question, tout en restant dans la discrétion, puisque c'est un débat, je n'ai pas trop envie de rentrer dans le détail. Est-ce qu'il a été vu, parce qu'on a vu que certains commerçants se retrouvaient quand même en difficulté et que évidemment 4 000 € ça ne représentait pas grand-chose. Est-ce qu'il y a eu une étude un petit peu, on avait évoqué le fait de regarder des aides éventuelles ou éventuellement aller chercher, comme tu avais
parler, Jacques, sur éventuellement solliciter la Comcom, puisque les commerçants, évidemment, la CFE est versée à la Comcom, de voir un petit peu s'il n'y avait pas une aide supplémentaire qui pouvait leur être attribuée sur autre chose, quoi. C'était en plus un peu le cri un peu d'alarme de certaines personnes. Donc je voulais juste voir si depuis notre commission, il y a eu des choses à regarder sur ça. Ouais, il y a eu une première approche des choses qui a été plus au niveau du secteur économique, puisque c'est la Comcom, la compétence économique. Il y a des accompagnements auprès des acteurs économiques dans un cadre très précis, qui sont très encadrés, avec convention d'ailleurs qui est en partenariat 50-50 avec la région de Bretagne. C'est le cadre bien connu d'accompagnement dans le cadre des travaux, des éléments de ce genre, de développement des entreprises, pas dans ce cadre-là. Ce cadre-là, il n'y a pas eu d'enveloppe qui ont été développées pour les accompagnements au titre de l'intercommunalité, avec, pour lequel d'ailleurs toute intervention économique, on se doit de pouvoir travailler en partenariat avec la région de Bretagne. On n'a pas d'initiative si souple que ça au titre de l'interco. Pas grand-chose pour l'instant, je ne vois pas de piste majeure là-dessus. Peut-être l'agression fiscale. Dans la mesure où, effectivement, on considère que là, dans le cas des analysations, ce sont des problématiques qui sont associées, non pas à un élément conjoncturel dû à des difficultés qu'il peut y avoir conjoncturelles, c'est-à-dire Covid, etc. Il y a toutes ces choses qui sont tombées, mais uniquement dû à des dysfonctionnements ou des nuisances engendrées par des travaux. C'est simplement dans ce cadre-là, dans le cadre des travaux. Donc, la commission, ceux qui en font partie savent très bien que vous étiez là chargé d'étudier quel était le préjudice qui était subi par les commerçants en question, dû essentiellement au blocage de la route à cause de travaux. Alors, dans la mesure du possible, on a décidé de faire des aménagements. Dernièrement, je suis encore intervenu même auprès des travaux pour leur dire faciliter les choses parce que j'ai un boulanger qui est très en peine et tel que vous avez programmé, vous allez le bloquer, il y a peut-être moyen de faire autrement. Ça s'est fait autrement. Parce que bon, les sociétés sont assez souples quand même. J'ai vu ça même avec d'autres secteurs de la restauration. Même certains, j'ai vu travaux qui actuellement, ils étaient prêts à laisser des grandes ouvertures, etc. Les commerçants n'ouvrent pas tous, c'est aussi leur choix quelquefois. Mais voilà. Mais je sais que malgré tout, il y a des nuisances engendrées. Donc il fait les tours des boulangers un peu, surtout ceux qui sont pas que aujourd'hui, je vois bien, ils regardent en disant que ça cesse. Quoi. Mais ils ont certainement des nuisances engendrées parce qu'il n'y a pas de fluidité dans la clientèle qui, souvent, malheureusement, je ne sais pas si c'est comme ça que ça fonctionne, doit s'arrêter devant la vitrine. C'était le cas auparavant chez le bureau de tabac, là, il n'y a plus de problème, ça fonctionne super bien maintenant. C'était le cas quand il y avait des travaux de vent. Il y en aura d'autres encore, quand on va avancer justement dans les travaux, là, on va peut-être en trouver d'autres qui vont être impactés. Là, c'est les places d'armes qui prennent un peu cher. Oui, on a essayé de créer des ouvertures justement pour qu'on puisse accéder au commerce, c'était bien ça. Les entreprises ont fait en sorte à ce que ça se fasse là, ils ont bossé rapidement, etc. C'est sûr, mais bon, maintenant, on va voir ce que ça donne. Il devrait avoir fini quand même bientôt, place d'armes. Oui. Non, mais c'est... Place d'armes, ça devrait finir assez vite. Ouais, s'il y a le déplacement du monument au bas, c'est pas ça qui devrait perturber considérablement les activités. Ce qu'il y avait, c'était tous les trous et tout ce qu'il y avait à faire, les stationnements. Ok, d'autres questions? Non, pas soit. Est-ce qu'il y a des oppositions à cette proposition? Des abstentions? Je remercie. Bon, et ça continue. Oui, c'est la suite du bordereau d'avant. Donc, après avoir mis en place la CLIP et puis adopté le règlement, on a souhaité aller un peu plus loin et ajouter un moyen supplémentaire dans le cadre de la dynamisation de son centre-ville pour appuyer sa politique d'animation et augmenter le flux commercial en centre-ville, puisque c'est ça qui va faire que les commerces vont récupérer ce qu'ils ont perdu, parce que les gens n'ont pas encore pris l'habitude de retourner.
mais ça commence, mais il faut les inciter par des animations. Donc il est proposé à titre exceptionnel d'attribuer une subvention à l'association des vitrines de Puermel d'un montant de 30 000 € maximum par an pour les années 2023 et 2024 afin d'organiser de nouvelles animations et actions commerciales. Bien dit, nouvelles animations. Une convention pluriannuelle d'objectifs et de moyens ainsi annoncée définit les modalités du partenariat entre la ville et l'association. Vu l'avis favorable de la Commission Finances, Ressources Humaines et Systèmes d'Information du 30 novembre 2022, après en avoir délibéré, il est demandé au Conseil municipal d'approuver le versement d'une subvention à l'association d'un montant de 30 000 €. Je crois que c'est un peu 3 000. Ouais, il y a une petite coquille qui a dû être corrigée, hein, qui a été corrigée depuis, mais sur la tablette c'est possible. Oui. 30 000 € maximum par an pour les années 2023 et 2024, d'approuver les termes de la Convention pluriannuelle d'objectifs et de moyens, d'inscrire les crédits nécessaires au budget 2023 et 2024. Voilà, est-ce qu'il y a des questions, M. Launay? Alors, moi, deux petites remarques. Est-ce qu'il n'y aura pas moyen d'étendre ce dispositif à l'année 2025, puisque comme on avait dit, ça sera vraiment l'année où il n'y aura plus de travaux, donc pour redynamiser vraiment à la sortie des travaux. Donc ça, c'était ma première intervention. Et deuxième chose, est-ce que vous avez vraiment un droit de regard sur l'utilisation des 30 000 € ou comme cette année des 10 000 €? Parce que, entre nous, pour être sincère avec vous, les 10 000 € qui ont été utilisés cette année, est-ce que j'ai pas l'impression qu'ils vont beaucoup dynamiser le centre-ville? Moi, c'est mon avis personnel. Ma fille, on l'utilise régulièrement, le carrousel, mais ça concerne qui? Pas grand monde. Donc c'est là que je me dis, est-ce qu'on n'aurait pas un droit de regard? Parce que c'est de l'argent public aussi sur ça. Si, bien sûr, on aura un droit de regard, dans la mesure où il y aura une commission qui se mettra en place pour valider toutes les nouvelles animations. Et en plus de valider, on dira qu'on finance à hauteur de temps. D'accord. Donc ce sera obligatoire. S'il n'y a pas cette validation de la commission, il n'y aura pas de financement. Et le financement sera que sur présentation de facture, bien sûr. Bon, là, c'est vrai que ça a été fait. Oui, j'ai compris. Dans l'immédiateté. Ouais, mais pas de souci. Il manquait de temps, c'est parce que ça s'est fait là-dessus. Mais c'est très bien, hein, mais je pense qu'il y a moyen de faire mieux encore. Bon, c'est vrai. Maintenant, moi qui me plaît à dire que le Puermel a tout d'une grande, je suis obligé de corriger le tir parce que pas le carrousel. Ouais. Quand je rejoins M. Launay sur la nécessité de voir, puisque c'est d'ailleurs la loi, de voir un peu ce qu'il fait de cette subvention globale. Il est noté donc 6 élus étaient présents dans le comité de pilotage. Ce serait bien que si la prochaine fois, éventuellement, je pensais que ça allait être cette fois, mais qu'on puisse proposer des gens pour participer à ce comité de pilotage. Vous étiez d'accord. Oui, mais là, les réunions vont commencer déjà en janvier avec les commerçants. Et là, on verra à ce moment-là qui participera à cette commission, parce que il va falloir qu'on établisse un calendrier sur l'année, donc il est déjà bien avancé avec les vitrines, et puis que ça ait du sens, et puis que ça corresponde à quelque chose, à un événement. Je ne sais pas, on a parlé de la fête des mères, on a parlé de Pâques, de chasse à l'œuf, bon, voilà, c'est des choses comme ça. Donc, ça c'est pas bon. Maintenant, il n'y a rien d'arrêté, pour le moment c'était une discussion, il n'y a même pas encore signé. D'ailleurs, je prévois une date pour la signature de la convention. On pense que les minorités ils seront représentées, bien entendu. Oui, moi, quand on a dit que ça a été, là-dessus, il n'y a pas de souci. On trouvera la représentativité. Et pour ma deuxième question, du coup, pour l'extension sur 2025, bon, je crois qu'il faut d'abord qu'on laisse passer 2023 et 2024, et parce que la convention elle est prévue pour 2 ans. Après, rien ne nous empêche de dire on va continuer cette convention. Ce ne sera peut-être pas le même montant, ce ne sera peut-être pas la même façon d'intervenir, mais n'importe comment, on sera toujours auprès des commerçants. Déjà 3 ans, je me suis dit pas mal, parce que ça veut dire qu'ils ont de la visibilité sur 3 années. À partir de là, je dirais, une fois fort de ces expériences d'année passée, on verra comment ça pourra se produire sur
l'accompagnement que l'on peut proposer sur le dispositif commercial. Juste comme ça, je vois les choses. Maintenant, le niveau, le même, plus, moins, comme ça. Ok, là-dessus, on passe au vote. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. On va parler d'une politique de préservation et réhabilitation du patrimoine historique immobilier de la ville. Oui, notre ville, quand même, a 1500 ans, il faut l'oublier. 1500 1500 ans, qu'on va fêter en 2025. Oui, mais c'est ce qu'on va dire. Voilà, 1500 ans. Elle a un riche passé, au Moyen-Âge du moins, malgré qu'elle soit petite. Mais de ce fait, elle a quand même un patrimoine qui est remarquable, si on sait le regarder. Parce que malheureusement, il y a déjà, en 1944, la ville a été en partie bombardée. Et puis le dernier quart du siècle précédent, elle a été bouleversée. On l'a chamboulée, on l'a bousculée pour qu'elle s'adapte à l'automobile. Et de ce fait, on l'a défigurée et elle a perdu un peu de son âme. Aujourd'hui, on veut lui redonner un peu de couleur, si je puis dire, la valoriser aux des usagers. On a lancé bien sûr un programme de réhabilitation du centre-ville, mais il y a le patrimoine qui nous reste. Et ce patrimoine, si on le laisse à l'abandon comme il a été depuis un demi-siècle, eh bien, on le regrettera. Ce sera trop tard. Si nos remparts s'éboulent, on va demander un mur de maçonnerie, de béton et autres. Voilà. Donc il faut le réhabiliter, comme on a commencé, avec les carmes, le couvent des Carmélites, si je puis dire. Voilà. Donc il faut prévoir un programme à moyen terme pour réhabiliter. En particulier, il y a déjà l'église pour laquelle un diagnostic a été établi au cours de l'année. Il y a plus de 2 millions d'euros de travaux. Donc, les remparts à restaurer, donc il faut, en fin de compte, adopter le principe de budgéter tous les ans une certaine somme pour restaurer ce patrimoine. Alors, on a la chance encore que ce patrimoine de l'église particulière est subventionné à 80%, pas loin. Les remparts sont subventionnés un peu moins quand même, à 20 ou 30%, parce qu'ils sont seulement inscrits. Mais il faut quand même prévoir à peu près entre 100 et 150 000 euros de financement par an, si on veut le préserver. On demande au Conseil, bien sûr, de décider d'engager une programmation financière et technique d'une politique patrimoniale dans un double but, de construire avec la DRAC un plan pluriannuel de travaux et d'inscrire en partie du budget 2023 des crédits à hauteur suffisante pour honorer le plan, ainsi que protéger notamment le patrimoine bâti monumental, historique, inscrit ou non inscrit de la ville. Bien, écoute, effectivement, c'est une délibération d'intention. C'est une délibération d'intention dans la mesure où on propose de faire un PPI là-dessus. C'est pas pour ça qu'on n'a rien fait, effectivement. Sur l'année 2022, c'est dit pour mémoire, d'ailleurs, dans le bordereau, où on a 48 000 euros sur l'église Saint-Armel, 100 000 euros sur les remparts, 170 000 euros programmés sur le porche de la rue du Val. Ensuite, d'autres, je regarde, rénovation des façades, 10 000 euros, etc. On a une certaine politique patrimoniale qui, certes, complètement insuffisante au regard un petit peu des éléments patrimoniaux pour lesquels on peut avoir besoin, et notamment l'église. C'est vrai que l'estimation complète des travaux est de 2 230 000. Bon, on fera qu'on travaille là-dessus. Là, j'ai demandé audience, j'ai invité les ABF, M. Kurt des ABF à venir accompagner de la DRAC, etc., pour pouvoir faire un tour complet des éléments patrimoniaux de la ville de Préambel. Je les ai invités à faire une belle balade en déambulation, etc., de toute façon, qu'on puisse véritablement mettre en place cette stratégie de programmation, de réhabilitation en PPI. On ne va pas se payer tout d'un coup, effectivement, mais il faut identifier les choses, prioriser les choses, et quand je dis les prioriser, c'est-à-dire déterminer quelles sont les urgences surtout à mettre en place dans ce sens-là. Je rappellerai que la contribution dernière qu'on a eue avec eux, c'est du côté des Carmélites, et ça a plutôt assez bien fonctionné dans ce sens-là. C'est un peu dans le même état d'esprit qu'on va faire ça. Donc la proposition que je vous fais, c'est décider d'engager cette programmation financière et technique de cette politique patrimoniale. Donc on s'engage véritablement à partir du budget 2023 à inscrire des choses en faveur de la préservation patrimoniale.
Monsieur Payot. Bon, c'est une très bonne nouvelle que les choses arrivent, se passent et s'inscrivent dans un plan pluriannuel. Je trouve ça vraiment très intéressant. La participation avec la DRAC permet d'avoir effectivement un avis éclairé, mais je crois qu'il faut continuer dans le sens de ce qui a été fait, un travail aussi collaboratif avec des associations après pour faire participer, je ne sais pas, des gens comme Traces d'Histoire aussi à la réflexion. Ça aide, il y a plus d'idées dans plusieurs têtes, etc. Oui, non, mais là-dessus, de toute façon, je dirais, les travaux par eux-mêmes, imaginer un petit peu le dispositif à mettre en place, la priorisation, se fera de concert avec les instances patrimoniales. Hein. Alors, le bordereau suivant, on va parler de la Fondation du patrimoine, parce qu'on rentre aussi avec eux, on est en échange avec eux, un peu dans ce cadre-là. Mais il y a aussi, c'est vrai, des structures, Traces d'Histoire, qui s'intéressent de très près à ces éléments patrimoniaux de la ville. Je respecte grandement, hein, donc quelque part, bien entendu, on aura largement le temps de se présenter et d'échanger un peu sur les axes de travaux qui seront engagés. Alors, moi j'ai deux petites réflexions. Je me dis que quand je vois ce que vous faites au niveau des travaux, au niveau du patrimoine, j'ai l'impression que c'est souvent malheureusement des rustines, parce que 48 000 € sur une église, bon, ça paraît pas grand-chose, ça paraît pas. Est-ce qu'il serait pas préférable de se dire, on priorise par exemple, je parle quand même du monument, l'église de Ploermel, et on met le paquet directement dessus, sachant que, comme tu disais Bernard, alors ça je sais pas, il y a 80% de subvention, mais est-ce que cette subvention est automatisée quand tu décides des travaux, ou pas forcément acceptée en fonction d'un laps de temps, ou je ne sais pas comment ça fonctionne? Non, pas vraiment, parce que comme elle est véritablement inscrite au patrimoine, il n'y a pas de... là-dessus, c'est un monument historique, donc quelque part, la DRAC intervient avec des niveaux qui sont majeurs. Mais à côté de ça, ils ont leurs exigences, bien entendu, de réalisation de ces travaux. C'est nous qui sommes encore maîtres d'ouvrage, mais c'est eux qui tiennent non plus, hein, véritablement, c'est dans ce sens-là. Sur d'autres types de travaux auxquels on y fait attention, j'ai pu le voir dernièrement, tu l'as dit Bernard, des petites problématiques sur les remparts avec des fissures ici et là. Si on priorise et qu'on attend d'avoir les sous pour faire ça, ils seront peut-être tombés. Donc c'est des petites choses comme ça. Des choses comme ça, mais sur l'église, c'est un peu différent. Voilà, mais l'église, pour moi, c'est un facteur important. Une fois qu'on y mettra la table dedans, de toute façon, on aura du mal. Et l'église, demain, si vous décidez